Alors tout dépend des situations de crise. En réalité, d'abord, il faut se poser la question de ce qu'est une crise. Une crise, c'est quelque chose qui peut mettre en cause ou en danger une organisation, quelle que soit sa taille d'ailleurs. On l'a vu avec Enron, on l'a vu avec BP, la crise actuelle de BP. On l'a vu, donc Enron a disparu, on a vu Lehman Brothers disparaître, on a vu la Société Générale qui a failli disparaître à peu de choses près. Et donc les organisations à mettre en place en situation de crise ne sont pas forcément standards. Elles vont complètement dépendre de la crise. Si on est sur la scène internationale, on peut penser à la dernière guerre qui a secoué le Liban, par exemple. C'était l'ensemble des infrastructures qui étaient remises en cause. Électricité, eau, ils avaient des pollutions également, en plus des bombardements, un déplacement d'1 million de personnes donc à secourir. Lorsqu'on est sur une autre crise du type Société Générale, on ne va pas être sur les mêmes schémas. En revanche, il y a des constantes en fait. C'est la capacité à pouvoir mobiliser des acteurs clés à un instant T. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Et ça, c'est la fameuse cellule de crise dont tout le monde a entendu parler. Dans l'intérieur de la cellule de crise, on va avoir des fonctions qui vont être permanentes, qui vont être la direction de la cellule de crise, la fonction communication qui est un des piliers de la gestion de crise. On va avoir la fonction logistique, le plan de continuité d'activité, et ensuite on va faire appel de façon ponctuelle à des experts ou à des moyens ou à des niveaux externes ou internes. Il y a plusieurs choses qui concernent les crises. Effectivement, les crises inventent de l'inconnu à partir du connu. On pourrait faire une différence, utiliser une métaphore philosophique par rapport à ça. Pour Nietzsche, globalement, la pensée de Nietzsche, c'est on devient ce que l'on est. C'est-à-dire tout notre passé, toute notre histoire fait en sorte que l'on est ceci à un instant T. Et puis il y a Bergson de l'autre côté. Et Bergson, c'est plutôt on est ce que l'on devient. Donc si vous voulez, la situation de crise, c'est une situation où tout ce que l'on pensait auparavant peut être complètement gommé et effacé. C'est des situations qui sont absolument nouvelles en fait. Alors prévenir les crises, c'est être en capacité déjà à balayer un certain nombre de certitudes, de volonté, de cécité parfois même, c'est-à-dire on ferme les yeux sur les risques que l'on prend. C'est également balayer un certain nombre de méthodes auxquelles on croit dur comme fer, c'est-à-dire un certain nombre de croyances qu'il faut pouvoir balayer. Et se préparer aux crises commence par cet exercice-là. C'est ce qui rend d'ailleurs les crises particulièrement intéressantes, par cette fabrique de l'inconnu, parce que ça ouvre des fenêtres sur le réel. Et le réel est toujours plus complexe que les statistiques, que les schémas qu'on peut avoir, que tous les modèles qu'on peut imaginer, que tous les fonctionnements. Et se préparer et pouvoir gérer les crises, c'est effectivement non pas ce fameux dépassement managérial à 120%, que j'aime pas du tout parce que c'est justement un des facteurs de crise, mais c'est de dépasser la pensée commune et tout ce que l'on croit précédemment. Alors, il y a des exemples récents, mais j'aimerais remonter à des exemples plus lointains. Qu'on parle de changement du monde, l'effondrement du mur de Berlin, qui a complètement changé la donne mondiale, en fait. Qui a même, c'est pas uniquement ça, mais ça fait partie des choses qui ont fait basculer le monde de l'Atlantique vers le Pacifique, d'un point de vue économique. Autre exemple, le 11 septembre 2001, les États-Unis avaient justement cette croyance du sanctuaire. Ils avaient également cette croyance que la force suffisait pour être protégés. Et donc on a de nouveaux types de conflits qui se créent. Et plus récemment, puisque c'est la question que vous me posez, il y a effectivement la crise de BP. Et on s'aperçoit des interconnexions. BP a une crise, BP risque de disparaître. C'est pas encore fait. Aujourd'hui on est un peu plus rassuré, mais ils ne sont pas pour autant hors de ce risque-là. Mais ça touche également très directement, par exemple, les retraités britanniques, qui dépendent en partie, en raison de leur régime de retraite, de BP. Donc on est dans un monde interconnecté en fait, et on peut parler aujourd'hui de crises à venir qui vont être des crises plutôt systémiques. C'est-à-dire ce petit exemple, entre guillemets, de BP démontre qu'il y a beaucoup d'interconnexions aujourd'hui. Et qu'on parle de crise systémique, c'est-à-dire une remise en cause véritablement du système. On peut reprendre la Grèce avec
sa notation qui a été baissée, et le fait qu'eux sont obligés de se remettre en cause, jusqu'à, d'ailleurs, une déclaration du gouvernement allemand disant ils n'ont qu'à vendre une île. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, mais c'est véritablement une remise en cause, en fait. Et donc on est plutôt sur ces schémas-là, actuellement, sur des crises qu'on ne peut plus isoler. On le sait depuis Tchernobyl, hein, même si on est dans un pays fantastique et fabuleux, où les nuages radioactifs s'arrêtent aux frontières, mais on sait qu'il n'y a plus de frontières aujourd'hui au niveau des crises. Et on est dans un monde interconnecté, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des fragilités qui se créent, qui peuvent faire que, quand on parle de crise systémique, que des systèmes s'effondrent comme des châteaux de cartes qu'on croyait extrêmement stables auparavant.